IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Les chants sacrés du cheval, l'approche traditionnelle du cheval chez les Indiens Navajo, je sais pas Navarro, je pense qu'on dit le J, ça se prononce R, avec Sylvain Gillier Ims. Par téléphone, il est né dans une grande ville de l'Est de la France et il y a vécu jusqu'à sa majorité. Il n'est pas une personne de la campagne et depuis son arrière-grand-père, il n'a plus de paysans dans sa famille. Il n'y avait plus de paysans dans sa famille. Son grand-père était employé de chemin de fer qui n'avait pratiquement aucune connexion avec la nature, bien qu'il soit originaire d'un petit village de l'Alsace. Il est médecin et aussi cavalier. Il pratique l'homéopathie et la phytothérapie depuis plus de 25 ans et il est pratiquant d'une voie spirituelle depuis plus de 30 ans. Écouter les patients au quotidien fait que l'on reste humble et proche des réalités. Cela développe la compassion et l'ouverture du cœur. Lorsqu'il a atteint 40 ans, il a vécu une grande crise intérieure, une remise en question fondamentale. Et il a ressenti un besoin vital de se rapprocher des éléments naturels et surtout de vivre au quotidien avec des animaux. On va l'accueillir, il est par téléphone. Bonsoir Sylvain Gillier Ims. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors vous êtes aussi instructeur EPO NaQuest depuis 2010. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu ? Oui, bien sûr, d'autant que c'est par le biais de cette formation que j'ai connecté avec les cultures amérindiennes dans le sud-ouest des États-Unis. Et donc l'approche EPO NaQuest est une approche sensible du cheval, de l'équitation, qui a été créée par une américaine qui s'appelle Linda Koanoff, et elle a écrit un livre qui est assez connu dans les milieux de l'équitation, qui s'appelle Le Tao du cheval. Et donc j'ai lu ce livre il y a une dizaine d'années et j'ai voulu rencontrer Linda. J'ai été la rencontrer donc dans le sud-ouest des États-Unis. Et de fil en aiguille, elle m'a formé. Je suis devenu un instructeur EPO NaQuest. Et justement, Linda Koanoff sera présente au salon du bien-être avec le cheval qui va avoir lieu à l'hippodrome d'Anguien dans quelques jours, à partir de vendredi prochain. Et donc nous allons l'accueillir. Je serai également présent à ce salon du bien-être avec le cheval qui va commencer vendredi prochain, le 1er juin. Et ça dure combien de temps ? Vendredi, samedi, dimanche, non ? Oui, c'est ça. C'est un salon qui va durer sur 3 jours, donc à l'hippodrome d'Anguien, et qui commence le vendredi matin, se termine le dimanche soir. Il y a de nombreuses conférences, il y a une centaine d'exposants. Il y a donc cette personne américaine, Linda Koanoff, qui vient et qui donne des conférences. Et pour ma part, je donnerai également une conférence sur l'approche du cheval dans les cultures amérindiennes le samedi 2 juin à 13h30. Et je redonnerai peut-être ces précisions en fin d'émission. Alors là, vous venez d'écrire un livre aux éditions Vega, Les chants sacrés du cheval, l'approche traditionnelle du cheval chez les Indiens Navarro, on dit, c'est ça, c'est un J, mais on le prononce R. Navarro, oui, ouais. Parce que ça vient de l'espagnol au départ. C'est pas leur nom. Il y a beaucoup de tribus amérindiennes, en fait, qui sont connues selon le nom qu'on leur a donné. Et le mot Navarro a été donné par les Espagnols. Et les Espagnols venaient du sud, donc, et ils exploraient ces terres un peu désertiques des plateaux du Colorado, en allant vers le nord, depuis le Mexique, depuis ce qui est aujourd'hui le Mexique. Et donc ils rencontraient des tribus Apache, et ils rencontraient, en allant encore plus au nord, des personnes qui avaient des lames. Et ils les appelaient Apache de Navajas. Et Navaja en espagnol, ça veut dire couteau. Et donc ça veut dire les Apaches avec des couteaux. Et donc le mot Navaja, c'est du Navarro, et c'est comme ça qu'on les appelle. Mais eux-mêmes, ils s'appellent pas comme ça. Eux-mêmes, quand on les rencontre, ils s'appellent Diné. Et dans la langue Navarro, ce mot Diné, ça veut dire le peuple. Alors pour la pensée amérindienne, nous ne sommes pas
parce que nous pensons, comme le disait Descartes, mais nous sommes nous-mêmes les histoires et les contes qui ont formé la pensée. Dans l'univers amérindien, la pensée est un être vivant. Elle est comme ce cheval que tu montes, comme le cheval que tu mènes en cercle. Et dans la pensée amérindienne, c'est une pensée qui est assez différente de celle que maintenant on nous apprend un peu à l'école. Et on nous apprend à l'école une pensée un peu logique, comme ça, qui va d'un point A à un point B, avec un raisonnement logique. Et c'est pas la manière de penser dans l'environnement amérindien, et c'est plus une pensée qui est circulaire, qui pense par cycle, et qui pense en lien avec les éléments, avec le cercle qui nous entoure, avec les directions qui nous entourent. Et au début, c'est un peu étonnant, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes manières de communiquer. Au début, c'est un peu déconcertant, et donc c'est une pensée qui n'est pas linéaire. C'est plus la pensée un peu d'un artiste ou d'un poète, peut-être, qui n'est pas linéaire et qui n'est pas forcément logique non plus. Alors, de la même manière que quand on monte un cheval, il y a aussi cet aspect où on décrit des cercles avec le cheval. Il nous demande de respecter le caractère sacré du cheval. Ils disent qu'il fait partie de notre famille. Et vous rappelez l'origine de l'espèce équine dans votre livre. L'origine du cheval. D'où il est parti. Oui. Le cheval, on pense qu'il est issu de la Mongolie, des steppes de la Mongolie, et de l'Amérique du Nord. Et le cheval a disparu, ou presque disparu en Amérique du Nord, on ne sait pas exactement pourquoi. Et quand les conquistadors sont arrivés en 1492, donc, on a découvert l'Amérique, ils ont apporté des chevaux avec eux dans les caravelles, et il n'y avait presque plus de chevaux. On dit qu'ils étaient complètement éteints. Moi, j'ai des amis amérindiens qui disent qu'en fait, il restait des chevaux encore sur le continent américain, mais ils étaient devenus tout petits, comme des poneys. Et donc, ces anciens chevaux, on les appelle aussi les Foundation Appaloosa, ces anciens chevaux qui étaient restés sur le continent américain, ils se sont mélangés aux chevaux espagnols. Et donc, ça a donné naissance aux Mustang. C'est la race de chevaux sauvages qu'il y a partout aux États-Unis, dans les montagnes rocheuses, et beaucoup dans les États du Sud-Ouest, au Nouveau-Mexique, en Arizona, en Utah. Et donc, c'est les chevaux sauvages, les Mustangs, qui étaient les premiers chevaux que les Amérindiens ont commencé à monter et à domestiquer. Alors, dans votre livre, il y a énormément de contes, de légendes. Comment les chevaux sont venus au peuple Navarro. Pour les Navarros, les deux jumeaux, alors Nayé, Netzaghi, tueur de monstres, et Tobadj, j'arrive pas à le dire, Tobachini. Tobaichini, il s'appelle. To, ça veut dire eau en Navarro. D'accord. Tobaichini, ça veut dire celui qui est né pour l'eau. Donc c'est la traduction de son nom en Navarro, mais bon, on peut dire celui qui est né pour l'eau, c'est plus facile que dire Tobaichini. Donc tous les deux sont ceux qui ont procuré le cheval aux hommes en échange d'avoir débarrassé la terre des monstres. C'est une légende qui se retrouve dans votre livre. On dit aussi que c'est par un rayon de soleil que le soleil féconda femme changeante. C'est qui cette femme changeante qui se retrouve dans la légende? Eh ben, femme changeante, c'est une déesse en réalité. Et vous savez, à l'époque des Grecs, il y avait des déesses. Il y avait Athéna, il y avait Vénus, il y avait Héra, il y avait beaucoup de déesses. Et pour les Navarros, encore aujourd'hui, ces déesses ou ces dieux, ils existent. Et une de ces déesses les plus importantes, c'est cette femme, qui est une femme mythologique, si vous voulez, légendaire. Et en Navarro, elle s'appelle Hastin Nadle, ça veut dire femme changeante. Hasta, c'est femme. Et Nadle qui change. Et c'est un peu comme la déesse Déméter en Grèce. Et en fait, elle change en fonction des périodes de l'année.
Et au printemps, elle est une toute jeune femme. Et après, elle devient une adolescente, une femme épanouie, une femme adulte. Et au fur et à mesure que l'année se déroule, elle vieillit. Et en automne, c'est une femme qui est mûre déjà. Et en hiver, elle devient une très très vieille femme qui marche avec un bâton. Et au printemps suivant, elle renaît, elle redevient une jeune femme. Et donc cette déesse qui est très importante pour les Navarros s'appelle Femme changeante. En fait, c'est la traduction de son nom en navarro. Hatzaanatle. D'accord, on dit que le porteur de soleil avait créé le cheval avec les éléments naturels de Père Céleste et de la Mère Terre, de la Terre-Mère. Avec les plants du maïs, il avait fabriqué les oreilles du cheval. Cela a rendu l'audition du cheval très fine et très aiguisée pour les bruits, même lorsqu'ils sont très éloignés. Et dans les yeux du cheval, il avait placé des étoiles et aussi l'univers sombre qui existait avant que les étoiles n'apparaissent, afin que le cheval puisse bien voir dans l'obscurité. C'est vrai que l'œil du cheval, il est tout noir. Oui, et c'est vrai aussi que le cheval peut voir dans l'obscurité. Comme le chat. Et moi-même, donc, qui monte à cheval souvent, et j'habite à 50 km au sud de Paris, et je suis dans une région de forêt, en fait. Et ça m'est déjà arrivé d'être pris par la nuit pendant que je montais à cheval. Et j'ai posé mes rênes sur le cou du cheval, et il a trouvé la route très facilement, dans une nuit, mais totalement noire, pas de lune, pas d'étoiles. Donc les chevaux voient très bien la nuit. Les Navarros disent qu'ils ont des lampes, en fait, dans leurs oreilles, comme ça, et en fait, ils peuvent voir la nuit. Parce que voilà, et il y a cette légende des étoiles qu'il y a dans l'œil sombre du cheval. Je pense que ça doit être la vérité, parce que le cheval voit très très bien la nuit, même dans la nuit noire. Alors, lorsqu'en 2013, vous avez demandé à un medicine man de vous enseigner les chants du cheval, il a commencé par vous raconter l'histoire des monstres qui peuplaient la Terre il y a très longtemps. Il vous a indiqué l'endroit où ça se trouvait. Vous pouvez nous parler du site de Monument de Valley? Vous y êtes allé? Oui, bien sûr, j'y suis allé, bien sûr. Je suis allé à de très nombreuses reprises sur la réserve Navarro. J'ai passé pas mal de temps là-bas. Et donc le site de Monument de Valley, il est bien connu parce qu'on le voit dans tous les westerns de John Ford et de John Wayne aussi. Et donc c'est un des sites les plus touristiques de tous les États-Unis et peut-être du monde entier, avec ses grandes formations rocheuses. Mais les Navarros habitaient là depuis des siècles et des siècles. Et donc pour eux, c'est un lieu qui est sacré. C'est pas un lieu touristique, c'est un lieu qui est sacré. Et vous savez, dans les cultures amérindiennes, le monde est fait avec des histoires. Il est construit avec des contes. La matière du monde, ce sont des mythes, ce sont des légendes. Et la légende sur ce lieu de Monument Valley, c'est qu'il y avait des monstres qui existaient sur cette terre des Navarros et qui rendaient la vie des gens très difficile parce que ils capturaient les gens, ils mangeaient les enfants, ils les emportaient dans les airs, etc. Et donc les Navarros ont eu la chance d'avoir ces deux jumeaux qui sont des héros, c'est comme un peu des Hercules si vous voulez, et ces deux jumeaux avaient une armure un petit peu extraordinaire comme ça et des armes très spéciales avec de la foudre, avec des éclairs, et en fait ils ont débarrassé la terre des Navarros de tous ces monstres un peu abominables, un peu effrayants. Et les Navarros disent qu'à Monument de Valley, ce qu'on voit, ces gros blocs rocheux, en fait, ce sont les squelettes. C'est un peu ce qui reste de tous ces monstres après qu'ils aient été tués par les jumeaux. Et ce n'est pas seulement une histoire, c'est aussi un mythe, c'est aussi une légende sacrée. Et cette légende, on la raconte aux enfants, mais elle fait aussi partie de plusieurs cérémonies, parce qu'elle est constituante, c'est quelque chose qui constitue la culture amérindienne chez les Navarros. Peut-être un petit peu de la même manière que ici on raconte les histoires du Père Noël, et puis le Père Noël, ça constitue une partie de l'histoire des
jeunes filles et des jeunes garçons qui reçoivent les cadeaux à Noël. Donc on leur raconte cette histoire-là, même si quand on devient adulte, on sait que le Père Noël n'existe pas, peut-être. Et chez les Navarros, c'est un peu pareil. Hein. On raconte ces histoires aux enfants, et après on les raconte sous forme de légendes dans des cérémonies, dans des cérémonies de guérison qui sont faites par des personnes médecines, des médecines man. Alors le médecine man chanta, alors pour vous, c'était un certain moment, des chants du cheval en vous précisant que ces chants étaient sacrés et ne devaient en aucun cas être enregistrés ou filmés. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, je ne donne pas la traduction exacte de ces chants, je donne une interprétation, il y a des interprétations poétiques aussi, et je ne donne pas le texte intégral, et je ne le donne pas non plus en navarro, hein, parce que ce que disent les medicine men, c'est que quand ces chants sont chantés dans leur langue d'origine, en navarro, c'est même du vieux navarro, eh bien, ils ont une action un peu concrète, ils ont une action un peu magique, ils ont une action de guérison, mais c'est aussi une action qui est très puissante. Hein. C'est comme un peu des mantras, enfin des phrases magiques, si vous voulez. Et ils ont une action qui, pour les medicine men, est très concrète et qui peut aussi être dangereuse à cause de cette puissance. Donc c'est pour ça que ils n'acceptent pas que ce soit enregistré ou répété, et c'est pour ça aussi que dans mon livre, je ne les donne pas dans leur langue d'origine et dans leur intégralité. Il faut rappeler quand même que cela ne fait qu'une quarantaine d'années que les spiritualités amérindiennes peuvent s'exprimer librement en Amérique du Nord. Les cérémonies traditionnelles amérindiennes ont été illégales jusqu'en 1975. On se demande de quoi avait peur le restant de l'Amérique, quoi. Ils avaient peur de quoi ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Et vous savez aussi que le terme de sauvage, hein, qui est le terme que les missionnaires catholiques, avaient étiqueté sur les Amérindiens. Hein, on disait que c'était des sauvages. Sous-entendu aussi qu'ils étaient païens, donc qu'ils avaient une religion qui était démoniaque ou diabolique. Donc ce terme de sauvage est resté légalement valable également jusqu'en 1975 à peu près. Et donc avant 1975, on considérait que ces cérémonies traditionnelles des Amérindiens, par exemple les huttes de sudation qui sont maintenant bien connues, et avant 1975, on considérait que ces cérémonies étaient païennes et donc elles, si vous voulez, elles troublaient l'ordre public et elles étaient interdites par la loi. Et on m'a raconté une histoire assez rigolote d'ailleurs, c'est que il y avait dans le sud-ouest des États-Unis un prêtre catholique qui était sans doute un peu plus ouvert que ses confrères, et il avait appris le navarro, il parlait couramment le navarro, il avait assisté à des cérémonies traditionnelles et il avait reconnu l'universalité de la croyance, de la spiritualité, de la foi, et il avait l'esprit assez ouvert pour passer, disons, au-delà du dogme et au-delà de la forme. Et chaque fois qu'il y avait une cérémonie traditionnelle, en fait, il était présent. On l'invitait, il était présent. Et quand la police arrivait, pour dire, voilà, tout le monde au poste, la cérémonie est illégale, on embarque tout le monde et vous allez terminer la nuit en prison, il disait, ah mais non, pas du tout, excusez-moi, mais en fait, c'est une messe catholique. Alors, les policiers étaient un petit peu stupéfaits en voyant les danseurs qui avaient leur peinture, qui avaient des plumes, qui avaient des hochets, en voyant les chants traditionnels en navarro, etc. Et le prêtre leur disait, ah ben non, moi je suis un prêtre catholique, je vous assure que c'est une messe catholique. Et donc les policiers étaient un petit peu dépités et ils pouvaient rien faire et donc ils s'en allaient. Et du coup, ce prêtre catholique était invité systématiquement à toutes les cérémonies. C'est une petite histoire qu'on m'a racontée c'est une belle histoire. Qui est un petit peu amusante et qui est véridique parce que il y a eu des prêtres catholiques qui ont beaucoup aidé les Navarros, qui les ont beaucoup aidés en réalité. Hein. Bon, on va faire une pause musicale. C'est une femme qui chante avec les chevaux et on va l'écouter chanter. Elle s'appelle Ayette Ayad.
FM 98 de la bande FM, je vous conseille de regarder cette vidéo sur YouTube parce que on voit les chevaux qui écoutent et puis on les voit à la fin qui se mettent à danser. Et donc c'est la deuxième partie de cette émission Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM avec Sylvain Gillier-Imps. Nous parlons des chants sacrés du cheval et de l'approche traditionnelle du cheval chez les Indiens Navajo. Pour un Navajo, la pensée a été créée par un être sacré. Ce que l'on pense a donc une influence directe sur le monde. Pour un Navajo, son corps a été formé en même temps que celui de ses frères et sœurs du même clan par femme changeante ou une divinité. Intéressant. On rencontre. Ce qui était intéressant aussi, c'est de se rappeler que un membre du Congrès américain disait que sur les 600 traités qui avaient été signés avec les nations amérindiennes, il n'y en a pas un seul qui n'ait été brisé. Mais il n'y a pas que des traités entre êtres humains qui aient été brisés. Il y a aussi des pactes et des alliances entre des forces naturelles, comme cette légende de la Terre-Mère qui, par égoïsme, a brisé la relation qui l'unissait à son compagnon de polarité opposée, le ciel-père. Donc, ils n'ont pas eu de chance, ces Indiens, qu'ils soient les Navajos ou les autres. Oui, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est que le message qu'ils portaient était trop gênant ou remettait peut-être trop en cause les croyances ou les idées des colons occidentaux. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut dire. Et il y a une auteure amérindienne qui s'appelle Jamie Sams et qui a écrit beaucoup de très bons livres qui expliquent cette culture amérindienne à notre mental occidental qui parfois a un petit peu de mal à la comprendre. Et elle disait que quand les premiers colons français sont arrivés au nord du Canada, et donc là on se déplace, on n'est plus chez les Navajos dans le sud-ouest des États-Unis, mais on est plutôt chez les Iroquois ou chez les Cris, tout au Canada, au nord du Canada. Et elle dit que quand les premiers colons français sont arrivés, donc c'était des hommes très rudes évidemment, et parfois c'était des gens qui fuyaient leur pays d'origine parce qu'ils avaient commis des exactions, et donc ils fuyaient la justice. C'était des gens qui avaient peur, c'était des gens qui étaient vraiment en dehors de leur zone de confort, comme on dit aujourd'hui, et qui se retrouvaient dans un pays totalement étranger, dont ils ne comprenaient pas la langue, où il faisait très froid, et peuplé de sauvages. Et donc Jamie Sams raconte que quand les villages des Iroquois ont vu arriver ces colons français, la première chose qu'ils ont faite, c'est prendre des grands paniers et mettre dans ces grands paniers de la nourriture, des fruits, des légumes, de la viande, et ils les ont apportés à ces colons français, et en leur disant dans leur langue, dans la langue iroquoise, nous savons que vous avez peur, nous savons que vous ne connaissez pas ce pays, mais ce que nous voulons vous dire, c'est que chez nous, il y a une loi qui s'appelle le chant de l'abondance. Et que si vous êtes relié à ce chant de l'abondance, si avec votre pensée, vous êtes certain que vous allez créer l'abondance autour de vous, alors vous n'avez rien à craindre. Vous aurez toujours assez à manger, assez à boire, assez chaud pour survivre. Et c'est pour ça qu'il leur offrait ces grands plateaux avec donc ces cornes d'abondance. C'est le même symbole que la corne d'abondance qu'on voit parfois aussi chez nous là en France. Et les Européens comprenaient pas du tout ce qui s'agissait. Ils prenaient les cadeaux, mais ils comprenaient pas du tout, et ils pensaient que c'était des offrandes que les Indiens leur faisaient, parce que les Indiens s'imaginaient que les Blancs étaient des dieux.
Mais pas du tout, pas du tout. Les Iroquois savaient très bien qui étaient ces colonisateurs français. Ils lisaient dans leur cœur, ils lisaient dans leur âme. Et puis il y avait la prophétie des Hopis qui était arrivée avant. Ils avaient quand même eu, voilà, qui est dans votre livre, il y a plusieurs prophéties indiennes qui nous amènent exactement là où on est en ce moment. Tout à fait. Il y avait cette prophétie qui est attribuée aux Hopis, mais qui existait aussi chez les Indiens des Plaines et aussi au Canada, et qui prévoyait la venue de l'homme blanc, et qui disait que l'homme blanc allait aussi venir avec des chariots, avec des cercles, hein, puisque il n'y avait pas de roues dans les cultures amérindiennes. Et donc le concept de roue était un petit peu étranger à leur culture. Et les seules roues qu'il y avait, c'était les roues de médecine, qui étaient horizontales, qui étaient sur le sol. Et donc la prophétie disait que ces hommes allaient venir avec des roues de médecine, mais verticales. Et que ces roues seraient attachées à des boîtes. Et c'est comme ça qu'ils se représentaient les chariots, et tous ces chariots qui ont entièrement colonisé l'Amérique avec la conquête de l'Ouest. Hein. On voit ça dans les westerns. Mais on a un petit peu oublié que au début, les Amérindiens savaient très bien à qui ils avaient affaire. Et ils offraient aux colonisateurs, aux Français, aux trappeurs, ils offraient gratuitement ce qu'ils avaient. Et il y a des témoignages également que les Iroquois, les Hurons allaient voir les colonisateurs et leur disaient: écoutez, nous avons notre village sur cette colline, et si vous voulez, vous pouvez vous installer sur cette autre colline qui est là-bas, et il y a beaucoup de gibier, il y a de l'eau, il y a des sources, et vous allez pouvoir vivre là-bas sans aucun problème, et vous pouvez construire votre village sur cette autre colline, et nous allons vivre en paix, et nous allons être en bonne entente. Et malheureusement, vous savez comme moi que c'est pas tout à fait comme ça que l'histoire s'est déroulée. Et il y a un autre facteur, c'est que les colons se sont rendus compte que les Amérindiens ne connaissaient pas l'alcool, et que donc ils étaient facilement subjugués par l'alcool. Et malheureusement, l'alcool a été la principale arme des Occidentaux, et sans doute elle a tué beaucoup plus d'Amérindiens que les fusils. Oui, et puis c'est encore une arme. Alors dans ces prophéties, Hopi, il y avait aussi des prophéties très précises qui disaient... il disait qu'une grande gourde de cendres tomberait du ciel avec une colonne de feu. Elle rendrait les gens comme des grains d'herbe brûlés dans une prairie en feu, et les choses ne pousseraient pas pendant beaucoup de saisons. Il disait que ce serait une des grandes secousses qui précéderait la fin du monde que nous habitons. Du haut de leur mesa, ils ont pu voir de leurs yeux les champignons de feu et les colonnes de fumée de l'essai nucléaire à quelques dizaines de miles. Puis ils parlèrent d'une toile d'araignée géante qui allait recouvrir le monde. Ils expliquaient que tous ces signes indiquaient qu'une grande destruction approchait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un peu plus loin, ils disent quand même que l'homme blanc va revenir une deuxième fois. Il y a une histoire de flèche qui revient avec un homme blanc qui serait meilleur que le premier. Oui, il y a, vous savez, il y a beaucoup de prophéties, beaucoup d'histoires. Et voilà, les Hopis disaient aussi d'ailleurs que il y aurait des rivières faites avec des pierres, et sur ces rivières, il y aurait des insectes en métal qui se déplaceraient. Donc, ça, évidemment, on peut se demander s'ils n'étaient pas un peu voyants, s'ils ne voyaient pas un peu dans l'avenir. Et il y a autre chose qui est un peu étonnant, c'est que sur la réserve des Navajos et des Hopis, en fait, il y a de l'uranium. Il y a beaucoup d'uranium. Et tout l'uranium qui a servi à fabriquer ces bombes atomiques, y compris d'ailleurs la bombe qui a explosé sur Hiroshima et Nagasaki, tout cet uranium a été creusé dans des mines sur les réserves des Navajos, chez les Hopis et autour du Grand Canyon du Colorado, parce ce sont des zones où il y a c'est très riche en uranium. Et les Navajos disaient, l'uranium, ils avaient un mot pour ça, et c'est le mot de monstre. Ils disaient que c'est un monstre qui est sous la terre, et ce monstre, il va rester endormi tant qu'on le laisse sous la terre.
tant qu'on le laisse là où il est. Mais dès qu'on l'extrait, dès qu'on fait une mine, dès qu'on sort cet uranium de la Terre, alors le monstre reprend vie. Et malheureusement, il y a plusieurs centaines de mines d'uranium sur la réserve Navarro. Et j'ai moi-même vu plusieurs de ces mines. Elles sont parfois laissées carrément en l'état, c'est-à-dire que vous avez des poussières radioactives tout autour de la mine, avec des gens qui habitent tout autour, avec de l'eau contaminée, et avec malheureusement des gens qui ont des maladies terribles. Et ça, c'est aussi une des prophéties, c'est que le monstre doit rester dans la terre. Il ne doit pas sortir de la terre. Il y a aussi des zones où il y a du charbon sur la réserve Navarro. Il y a la plus grande mine de charbon à ciel ouvert de tous les États-Unis, qui a la malchance de se trouver sur la réserve Navarro. Et ils disent aussi cette pierre de feu, le charbon, doit rester dans la terre. Elle doit rester là où elle est, parce qu'elle a une vocation. Dans la terre, elle fait partie des organes de la terre. Et si vous l'enlevez de la terre, c'est comme si vous mettiez votre maman vous l'attachiez sur un lit et vous commenciez à lui enlever ses organes petit à petit. Et c'est à peu près comme ça qu'il voit ces mines de charbon, ces mines d'uranium, et pour eux, c'est comme d'enlever les organes de la terre-mère. C'est quelque chose qui est très grave. Et évidemment, on peut imaginer que si on faisait ça à notre propre maman, elle serait pas très contente. Alors c'est amusant ce que vous dites, parce que il semblerait quand même que l'homme blanc ait un peu changé, puisqu'en 2016, un projet de faire passer un pipeline sur un des sites sacrés des Lakotas a engendré un mouvement de protestation de plusieurs dizaines de milliers d'Amérindiens qui ont séjourné sur le site pendant plusieurs mois dans l'espoir de détourner le trajet du pipeline. Bon, on peut dire que c'est un peu comme ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes en ce moment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est la cavalerie américaine qui s'est réunie pour protéger les Indiens. Donc c'est les Américains, la cavalerie américaine qui est venue pour protéger les Indiens. Oui, il y a une vidéo qui a fait le tour du monde. On voit un officier de la cavalerie américaine qui dit que c'est la première fois qu'ils sont venus pour protéger les Amérindiens et qui dit aussi qu'il présente ses excuses au chef traditionnel de la nation Sioux, de la nation Lakota. Et je pense que cette relation au cheval, c'est quelque chose d'universel. Alors qu'on soit militaire, qu'on soit un guerrier amérindien, qu'on soit un pacifiste ou qu'on soit quelqu'un qui est avec les chevaux dans un but thérapeutique ou dans un but d'harmonisation, il y a quelque chose d'universel dans cette relation au cheval. Et c'est aussi ça que j'ai voulu montrer dans ce livre sur les chants sacrés du cheval, en fait. Oui, ce qu'on apprend aussi, c'est que le cheval a accepté sa domestication et c'est au moment où on n'a plus besoin de lui que nous-mêmes, humains, on a perdu notre liberté. Voilà. C'est un peu vrai, oui, c'est un peu vrai. Tout à fait. Il a accepté d'être domestiqué et nous, on a accepté finalement de perdre. On a aussi quelque part accepté d'être domestiqué et de perdre notre liberté au moment où on n'a plus besoin des chevaux. Ils ont servi uniquement à faire la guerre ou de la viande de boucherie. Voilà, mais aujourd'hui, ils sont toujours là. Moi, j'habite dans une région où il y a beaucoup de chevaux. Et ils sont revenus depuis une trentaine d'années, mais ils sont revenus depuis une trentaine d'années. Et peut-être avec un autre message. Et dans ce livre, je présente un message du peuple des chevaux qui a été transmis par Caroline Leroux, qui est une communicatrice animale au Canada. Et elle s'exprime... c'est les chevaux qui s'expriment à la première personne. Donc ils disent qu'ils ont accepté volontairement la domestication, mais parce que, de leur point de vue, ils ont une mission, ils ont une tâche, ils ont quelque chose à faire avec les êtres humains. Et bon, c'est un peu difficile de résumer ce long message-là en quelques mots, mais... Il suffit de le trouver dans le livre. On peut le trouver dans le livre, on peut le trouver sur Internet également aussi, et il suffit de regarder le message du peuple des chevaux de Caroline Leroux. C'est un très beau texte. C'est un très beau texte. Et moi, je travaille avec les chevaux depuis
depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et je confirme, je peux confirmer que les chevaux s'approchent volontairement des êtres humains. Mon enseignante Linda Kohanoff disait d'ailleurs que, en fait, ce ne sont pas les hommes qui ont domestiqué les chevaux, ce sont les chevaux qui se sont approchés des hommes. Et elle prend l'exemple des représentations de chevaux dans les grottes. Vous savez, en France, on a plusieurs grottes en Ardèche où il y a des représentations de chevaux. En fait, le cheval est pratiquement l'animal qui est le plus représenté dans les grottes. Et souvent, les scientifiques disent que c'est parce que à cette époque-là, on mangeait les chevaux, mais c'est pas vrai. Parce que quand on étudie les ossements qu'on retrouve dans ces grottes, devant les grottes, dans les habitats donc du néolithique, il y a 15 000 ans, 20 000 ans, il n'y avait pas beaucoup de chevaux, en fait. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper un cheval en liberté avec un arc et des flèches ou avec une sagaie ou avec une lance. C'est pas vraiment évident. Hein. Et c'est pour ça que c'est à cette époque-là, les gens mangeaient des lapins, des petits animaux, des rongeurs, des petits animaux, pas tellement des chevaux. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont représenté des chevaux sur les parois des grottes, à la grotte Chauvet par exemple, où il y a le cheval est l'animal le plus représenté? Eh bien, Linda Kohanoff dit que s'ils ont représenté les chevaux dans les grottes, c'est parce que les chevaux étaient comme des enseignants un peu spirituels pour eux, et ils ont pu s'approcher des chevaux, et on peut le voir parce que dans ces peintures rupestres sur les parois des grottes, on voit des détails du cheval qu'on ne peut pas voir si on est à distance. Ils étaient forcément tout près de ce cheval et le cheval était en liberté. On voit des mouvements, on voit des détails de comportement et ça montre qu'ils connaissaient les chevaux, qu'ils voyaient les chevaux de près et peut-être qu'ils montaient déjà les chevaux, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils les côtoyaient de très près. Et peut-être que ce sont les chevaux qui sont venus pour apprivoiser les hommes, et pas le contraire. Voilà, elle s'appelle Hayat, Hayat, ensuite A-Y-A-D. Elle chante avec les chevaux. C'est une vidéo à regarder parce que on voit vraiment les chevaux qui l'écoutent et qui commencent à plus ou moins bouger, à plus ou moins danser. C'est la dernière partie de cet Au-delà du miroir avec Sylvain Gillier, IMS, les chants sacrés du cheval. Vous parlez beaucoup dans votre livre aussi des chamans. À un moment où vous vous demandez si dire qu'un chaman dire que chacun possède un chaman à l'intérieur de lui, c'est souvent exagéré. On est d'accord, on n'est pas tous chamans. Sylvain Gillier, IMS. Oui, disons, le mot chamanisme, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé à mon avis. Et bon, j'ai eu la chance de travailler, de voyager aussi avec une spécialiste du chamanisme qui s'appelle Laetitia Merli, qui est anthropologue, qui a étudié le chamanisme sibérien en République de Touva chez les Bouryats pendant des années, qui a vécu en Mongolie et qui connaît bien les vrais chamans, enfin entre guillemets les vrais chamans. Le mot chaman, c'est un mot en langue mongole qui veut dire danser ou s'agiter, parce que dans cette tradition en Mongolie, lors des cérémonies, ces personnes dansent, elles s'agitent, elles ont un vêtement qui tourne autour d'elles. Et donc le mot qui les désigne, c'est le mot celui qui danse, ou celui qui s'agite. Et donc ce mot, il se dit chaman dans cette langue. Puis après, le mot chaman a pris, une très très grande extension. Et maintenant, à peu près n'importe qui est chaman ou chamaniste, etc. Et chez les Navarros, par exemple, comme je le dis dans le livre, les Navarros ne sont pas des chamans. Ils disent eux-mêmes d'ailleurs que le chamanisme, c'est plutôt en Mongolie. Et eux-mêmes, ce sont des chanteurs. Ils chantent comme dans cette vidéo dont vous avez parlé.
avec cette femme qui chante aux chevaux, et ils chantent eux-mêmes aux chevaux, ils chantent en Navajo, et leur nom c'est Hataatli, et ça veut dire celui qui chante. Hataatli. En Navajo, ça veut dire celui qui chante. Donc ils s'appellent pas des chamans, ils s'appellent donc des chanteurs, puisqu'ils chantent. Alors après, vous savez, s'il suffit d'acheter un tambour et puis ou de fabriquer un tambour et puis de taper dessus et de chanter pour être un chaman, voilà, à ce moment-là, c'est vrai, il y a beaucoup de chamans. Et aussi parce que dans cette relation avec la nature, dans cette relation avec les animaux, il y a beaucoup d'Occidentaux, de Français comme moi, qui ont perdu cette relation, qui ont perdu tout ce mystère, toute cette connexion que nous avions avec les animaux, avec la nature. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans des villes maintenant. Je crois qu'il y a presque 90% de la population qui habite dans des villes. Et quand on n'est pas en contact avec la nature, avec les animaux, il y a quelque chose qui manque. Il y a vraiment un manque. Et moi j'ai la chance maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années d'habiter carrément en pleine nature et d'être dans la nature, dans la forêt tous les jours, d'être avec des animaux tous les jours, de monter à cheval pratiquement tous les jours aussi. Et cette relation avec la nature, ça m'a vraiment apporté quelque chose qui manquait. Il y a vraiment quelque chose qui a été comblé. Il y a un langage de la nature. Il y a une émotion de la nature. Il y a une force qui existe dans cette nature. Il y a une connaissance. Et tout ça, ça a été un petit peu perdu. Et quand on habite dans une ville, c'est un petit peu plus difficile de se relier aux animaux et à la nature. Même si c'est pas impossible, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, je comprends que on ait envie de se reconnecter à la nature et peut-être qu'on peut appeler ça le chamanisme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on a vu la prophétie des Hopis maintenant et aussi la prophétie des guerriers de l'arc-en-ciel. Les mêmes visions ont aussi été données aux nations Hopis, Zuni et Cherokee. La foi Baha'i est aussi une religion d'origine perse proclamant l'unité spirituelle de l'humanité présente une vision très semblable. Cette prophétie telle qu'elle a été transmise à Lee Brown de la nation Salish lors du Conseil indigène continental de 1986 dit à peu près que, alors je vais pas tout lire parce que c'est trop long, mais qu'à l'origine de ce cycle d'existence, il y a très longtemps, le grand esprit descendit sur la terre et se présenta sous une forme physique. Il rassembla tous les peuples de la terre sur une grande île qui est maintenant recouverte par les eaux et il déclara: à présent, je vais vous envoyer dans les 4 directions et peu à peu, je vais changer la couleur de votre peau. Vous serez différents et parlerez des langues différentes, mais je vais vous donner des enseignements que vous garderez. À la fin, donc, il est dit qu'à ce moment-là, les êtres à la peau pâle seront placés devant un choix. C'est au moment où on en est en ce moment, là, dans notre vie, en 2018. Donc, les êtres à la peau pâle, c'est nous, seront placés devant un choix entre 2 routes. Une de ces routes sera le chemin de l'avidité et de la technologie qui ne respecte pas la vie. Cette route mènera directement à leur destruction. L'autre de ces routes sera celle de la spiritualité, un chemin bien plus lent où chaque créature vivante est respectée. C'est important de parler de ça parce que c'est quand même la prophétie des guerriers de l'arc-en-ciel. Oui, c'est sûr. Et bon, là, on s'écarte peut-être un peu de la connexion avec les chevaux, quoique si, quand même. Voilà, et dans la légende de la création des chevaux, ils sont aussi venus des 4 directions. Et ils sont aussi venus pour nous faire prendre conscience de qui nous sommes. Et j'ai parlé de Linda Kohanoff au début de cette émission, et pour Linda Kohanoff, les chevaux sont aussi là pour nous aider à porter nos charges émotionnelles, notre être psychique. Et elle dit que maintenant, on n'a plus besoin des chevaux pour porter nos charges physiques parce qu'on a des tracteurs, des camions, des grues, enfin, toutes sortes d'appareils et de machines. Mais il y a l'être intérieur, les émotions, l'être psychique, qui nous sommes à l'intérieur. Et ça, les chevaux peuvent beaucoup nous aider. Et dans cette prophétie des guerriers de l'arc-en-ciel,
Donc c'est une prophétie qui est mondiale et qui vient des cultures amérindiennes, mais qui s'adresse au monde entier, et qui dit aussi que les peuples dont la peau est de différentes couleurs vont s'unir, qui vont créer un seul peuple. Mais c'est aussi un peuple dont l'être intérieur ne sera pas le même, hein, l'être psychique ne sera pas le même. Et aujourd'hui, c'est sûr que, vous savez, dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel et dans notre vie personnelle, les émotions, c'est important. On a une vie où c'est souvent un peu le grand 8 émotionnel. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai des émotions, je le reconnais. Mais la différence, c'est que moi, les chevaux, ils m'ont appris à comprendre ces émotions, à les accepter, à les décrypter, à connaître le message qui est derrière ces émotions. Et parfois, il y a un message qui vient de l'intérieur de nous, hein. Quand on est en colère, quand on est révolté, quand on a peur, quand on hésite, quand on a des doutes, quand on se critique soi-même, etc. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, de notre être intérieur. Et les chevaux, ils peuvent nous aider, non pas à refouler ça, non pas à supprimer ça, mais ils peuvent nous aider à comprendre, à accepter. Et c'est aussi le message de cette prophétie des guerriers de l'arc-en-ciel. Donc on pourrait presque dire d'un nouveau peuple, hein, n'est-ce pas? Et en réalité, c'est une prophétie. Je crois qu'une des premières personnes qui en a parlé vraiment, c'est un sage amérindien Lakota qui s'appelle Élan Noir, hein, Black Elk. Et donc Élan Noir a eu une vision et il a vu d'abord des chevaux dans 4 directions avec 4 couleurs différentes. D'ailleurs, je parle de cette vision dans le livre sur les chants sacrés. Et il a aussi eu la vision des 4 couleurs de peau principales, hein, le rouge avec la race rouge, les peaux rouges, jaune, noire et blanche. Et nous, a priori, nous faisons partie de la race blanche, ceux qui ont la peau pâle. Et donc ces 4 races allaient s'unir et créer une 5e race qui serait le mélange un peu de toutes ces couleurs. Et cette race sera la race du futur. Elle aura un fonctionnement sur le plan de la pensée, sur le plan des émotions, qui sera complètement différent de celui que j'ai aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu chaotique comme ça. Et donc les chevaux peuvent beaucoup nous aider. Ils peuvent beaucoup nous aider pour cette, on peut dire, cette transformation intérieure. Moi, j'ai appelé ma structure équintessence parce que je pense justement que de ces 4 directions, il y a une quintessence, il y a une 5e direction qui est au centre, et les chevaux peuvent nous aider à trouver cette 5e direction qui est au centre. Alors ils ont quand même une façon de nous voir qui va pas nous plaire, hein. Et pour les Amérindiens, l'homme blanc est fondamentalement malade, il est déraciné, il a perdu son centre, il va trop vite et surtout il pense trop vite, il interrompt les autres, c'est très impoli dans la culture Navajo de commencer à parler avant que l'autre n'ait fini sa phrase, comme nous le faisons si souvent en France. Le blanc ne sait pas observer les signes, il ne voit même pas les traces des animaux autour de lui, il a l'habitude d'être dans un environnement contrôlé, il ne sait pas s'orienter, et aussi le blanc n'est pas dans le flux de la vie, c'est comme si son âme était gelée, il a oublié de vivre. Alors vous nous proposez dans votre livre les 4 messages du peuple des chevaux, qu'on n'aura pas le temps de développer dans cette émission. Le premier, centre-toi, de se centrer et enracine-toi. Le deuxième est de ralentir ses pensées. Le troisième, d'observer la nature. Et le 4e, d'apprendre à être dans le flux de la vie. Tout ça, c'est développé dans votre livre. On est d'accord? C'est pas si facile que ça de s'enraciner dans ce monde, quand même. Oui. Quand c'est vrai, de se centrer, c'est toujours possible. C'est toujours possible d'avoir un centre et c'est possible où que l'on soit et de s'enraciner. C'est aussi s'enraciner dans le cercle de ceux qui nous entourent.
Ce qu'on a perdu, c'est la lignée. Hein. Vous dites qu'ils changent de nom, ils se présentent comme étant le fils d'eux, c'est-à-dire ne serait-ce qu'au niveau de leur nom, ils ont le nom d'abord des ancêtres, ils ont un grand culte des ancêtres. Oui, la lignée familiale et aussi le nom que l'on porte, c'est quelque chose de très important. Hein. Et c'est plutôt un culte des clans. En réalité, chez les Navarros, c'est une société qui fonctionne avec des clans. Et donc, quand on appartient au même clan, on est frères et sœurs, on fait partie de la même communauté. Moi, je dois dire que j'ai un peu vécu ça au quotidien sans être un Navarro moi-même. Mais bon, en étant un petit peu intégré là-dedans, en vivant au quotidien là-dedans, bon, c'est vrai que on a ce sentiment d'une relation de fraternité, hein, bon, qui n'est pas, enfin, parfois il y a des tensions évidemment, mais il y a cette notion de fraternité que finalement nous on a un petit peu perdu dans l'anonymat des grandes villes. Et je me souviens, j'étais à Montpellier, je crois, il y a quelques mois. Et il y a une personne de Montpellier qui me disait qu'il y a seulement 50 ans, le soir, quand il faisait chaud, les gens sortaient leur table de salle à manger devant chez eux et tout le monde mangeait devant chez soi. Et donc les gens, ils discutaient, ils mangeaient le soir quand il faisait un peu chaud. Et il y a seulement 50 ans, c'était une coutume tout à fait répandue. Tout le monde sortait sa table à manger devant chez soi. Donc imaginez que ça se passe à Paris. Je crois que ça se passe, mais c'est la fête des voisins. Vendredi, voilà, ce sera la fête des voisins, une fois par an, et encore. Voilà, voilà, c'est ça. Donc on nous a redonné un petit peu de liberté, un jour par an, où c'est un petit peu la coutume de faire ça. Mais bon, il y a quelques dizaines d'années, c'était. Mais dans le sud de la France, on voit encore de vieilles personnes assises sur une chaise devant leur porte. Hein. Tout à fait. C'est pas encore perdu. Tout à fait. Et donc le centrage, l'enracinement, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui est plus technologique, c'est différent. D'ailleurs, les Amérindiens, on pense souvent qu'ils vivent dans des tipis, etc. Bah, vous savez, ils ont un téléphone portable un peu comme tout le monde, ils sont sur Facebook comme tout le monde. Moi, mon principal moyen de communication, c'est sur Facebook. Hein. Donc le centrage, c'est aussi parce que aujourd'hui, la Terre est devenue un grand village quelque part. Hein. Les distances n'existent plus. Il suffit de prendre un avion et puis demain, je serai chez mes amis en Arizona. Je vais être obligée de vous couper la parole, mais c'est parce que c'est la fin de l'émission, donc on peut peut-être penser qu'on pourrait vivre à l'heure indienne, hein, parce que on a l'été indien et on a l'heure indienne qui est vivre un peu au ralenti. En tous les cas, je vous remercie. Votre livre s'appelle Les chants sacrés du cheval aux éditions Vega. Vous vous appelez Sylvain Gillier Ims et je vous rappelle que vous serez le 2 juin 2018 à l'hippodrome d'Anguin pour une conférence. Est-ce que vous avez une citation pour terminer l'émission? Oui, je donnerai une conférence en fait sur les cultures amérindiennes et le cheval et plutôt aussi pour témoigner de mon expérience. Donc le samedi 2 juin à 13h30, c'est salle rotonde, je crois, lors du salon du bien-être avec le cheval, donc à l'hippodrome d'Anguin. Et pour terminer cette émission, je vais vous lire une partie de. Faut pas que ce soit trop long parce qu'il vous reste même que 30 secondes. Hein. Donc franchement, il faut vraiment que ce soit pas long. Hein. Allez-y. Ok. Et donc dans des 4 directions viennent les chevaux et les chevaux viennent à moi sous la forme d'une jeune fille de la direction de l'est, du sud, de l'ouest et du nord. Les chevaux viennent à moi et c'est la traduction d'un des chants sacrés du cheval. Et pour ceux qui ont la possibilité de venir nous rencontrer en Arizona et de participer à ces rencontres avec des médecins, c'est une expérience qui change la vie. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'émission. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir d'être là. Merci. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.